parle, il est ailleurs. It was all in your mind. Utopia's fucking nowhere. Le cinéma expérimental, c'est comme l'agriculture biologique ou la démocratie participative. On n'aurait jamais dû y ajouter un adjectif. Dixit le philosophe Nicolas Rey. Pas mal, non? Alter-cinéma ou cinéma alternatif, peut-on parler de résistance, d'actes poétiques ou politiques? En quoi ces cinéastes dérangent, énervent ou dénoncent? Hors réseau, en marge, à la recherche des pépettes, pour voir autrement d'autres images, pas formatées ni marketées, d'autres histoires, télégéniquement pas forcément rentables, pas fédératrices comme on dit. Liberté, je filme ton nom, un court-métrage de 4h30 projeté dans un hangar, et tant pis si le public trouve ça parfois un petit peu chiant. Bousculons les règles et nos habitudes de voir et consommer l'autre cinéma dans le générique d'Utopia. Utopica Braque. Laurence Garcia. Bonsoir Hugo Verlinde. Bonsoir Laurence. Alors vous êtes cinéaste, plasticien, cofondateur de l'ETNA. Oui. Alors j'ai bien cherché le sigle ETNA. Oui, difficile de trouver quelque chose, ça veut rien dire si ce n'est la référence au nom du volcan. Et c'est aussi en fait une référence à un texte de Jean Epstein, qui est un cinéaste des années 20, et qui s'appelle, alors le texte s'appelle Le cinématographe vu de l'Etna. Donc c'est une pensée théorique sur le cinéma. Bouillonnant. Oui. Alternatif. Oui, très créatif. Très créatif. Très libre aussi. Libre, c'est une forme d'utopie. Et relativement méconnu. Et pas toujours très lisible. Lisible, je ne sais pas si c'est le sens de ce qu'on cherche à faire, oui. Avec comme devise, vivre en état du cinéma plutôt que de vivre du cinéma. Oui, absolument, oui. C'est une belle utopie, ça. Oui, oui. C'est-à-dire pas forcément effectivement chercher à gagner des pépettes, comme vous disiez dans l'intro, avec ces pratiques-là, mais être dans cette pratique, donc réaliser ces films, chercher à les diffuser aussi. Quand même. Avec nos moyens, donc c'est-à-dire en contactant aussi des structures de diffusion qui s'intéressent un peu à ce cinéma-là. Il y a aussi des lieux très respectables et très institutionnels, comme par exemple la Cinémathèque française qui s'intéresse depuis très longtemps à ces recherches cinématographiques. Donc voilà, c'est un petit peu l'environnement pour la diffusion de nos films. Et nous verrons qui sont ces fameux cinéastes expérimentaux à l'heure du numérique. Oui. Notamment vous-même d'ailleurs. Gros chamboulement, ça effectivement, oui. Nous aurons également au téléphone le cinéaste Paul Vecchiali, vous connaissez, j'imagine? Un petit peu, j'ai vu 2-3 de ses films, oui. Ouais, qui n'est pas un petit genou dans le cinéma. Il est là depuis plus de 40 ans et il passe souvent d'ailleurs pour un résistant marginal et indépendant. Vous voulez dire un emmerdeur? On lui demandera. On verra d'ailleurs s'il est sur la même longueur d'onde utopienne que vous-même, et vous nous direz un petit peu en quoi les utopies vous parlent ou pas. Ouais. Et nous aurons aussi l'auteur-cinéaste Jean-Michel Carré au téléphone, qui lui est cofondateur des films Grains de sable. Voilà pour le programme de ce soir. N'oubliez pas le répondeur des Utopiens, ça c'est pour les auditeurs. Vous pouvez donc déposer votre petit ou gros rêve au 01 42 20 40 40, 01 42 20 40 40. Et on commence avec Fatboy Slim sur Inter. Excellente soirée. C'est rayé? Non, c'est une boucle. Alors ça tourne sous le sens? Oui, c'est possible. Qu'entends-tu par là? Ceux qui s'écoutent. Parler? Ça n'a pas de sens. Le cinéma alternatif est un cinéma électrique qui change de sens périodiquement. Déformatage. La cache est ouverte. Qu'est-ce que tu fais? J'écris. Quelque chose est resté branché? Oui, toi. Arrête ton cinéma! Ah, mais La forme la plus utilisée pour le cinéma alternatif est le cinéma sinusoïdal. Chacun des câbles est parcouru par un cinéma alternatif sinusoïdal. Comment attraper les images? Avec les yeux? Non, ça marche pas, il doit y avoir une autre solution. Il faut les capturer avant qu'elles s'échappent? Non, avec ses oreilles. Plus l'image est image, le son seul. L'image n'est plus, le son est image. Pulsation.
sans l'expérience proprement dite, il suffit de diffusion, il suffit sans va débuter dans quelques instants. Donner un sens aux choses qui n'en ont pas. Ça n'a pas de sens. Le cinéma alternatif s'écoule donc successivement dans une direction puis dans l'autre. La joie de vivre. Réaliser le sens. Ça tourne, Ruth. Ça tourne. Une pièce sonore d'Amandine Casadamon sur le thème du courant alternatif avec la voix de Christophe Poulain qui s'est pris un sacré jus. On a bien compris que ça allait dans tous les sens, sans sens, avec un sens. Hugo Verlinde, en tant que cinéaste alternatif, je voyais écouter en fermant les yeux. Oui. Et alors ? Je me disais que c'était un bon univers justement pour travailler des images, cette expérimentation sonore. Ouais. Quelles images vous mettriez sur ces sons ? Non, première étape, c'est rencontrer la personne qui a réalisé ça. Elle est pas mal, dans le genre assez alternative. Et puis, moi, j'aime beaucoup cet univers sonore, donc une espèce d'ambiance comme ça, très électroacoustique. J'entendais des sons de cloche très retravaillés. Et puis, un bon mixage aussi, en faisant rentrer toutes ces voix progressivement. Donc, moi, je veux bien la rencontrer et puis lui présenter ce qui se fait à l'ETNA avec plaisir. D'accord, le mot est passé pour Amandine. Très bien. Alternatif, il y a alter et natif. Oui. Pourquoi pas, c'est un des synonymes pour parler du cinéma expérimental, on va dire cinéma différent ou l'autre cinéma, effectivement. Alors pourquoi l'autre cinéma ? Parce que c'est évidemment pas du cinéma de fiction traditionnel, où on travaille avec un scénario, des comédiens, etc. C'est pas non plus du cinéma documentaire tel qu'on l'entend habituellement ou du reportage. On est beaucoup plus sur des recherches formelles en fait. On a tous des profils un peu de plasticiens. Et donc c'est des expérimentations sur l'image, mais vraiment tout azimut. Très difficile de résumer ça comme ça. Et, un côté labo alors ? Un côté labo, un côté expérience, un côté recherche en tant qu'artiste du médium, voir ce qu'on peut faire avec de la pellicule, une caméra, un laboratoire aussi, développer soi-même les images. Pour nous, ça signifie beaucoup de choses. Projeter les images, c'est aussi peut-être, j'entendais dans la bande-son là d'Amandine, une boucle qui est rayée. Et, ça, c'est des choses aussi qu'on expérimente pas mal. Donc, c'est revoir en fait toute la chaîne de production cinématographique et voir vraiment en tant qu'artiste comment on peut davantage s'approprier ce médium et se lancer sur des recherches un peu plus poussées. Pour inventer quoi ? Un nouveau langage, une nouvelle grammaire Pour découvrir les possibles du cinéma. Exemple, on pourra en citer des dizaines. C'est, vous prenez une caméra 16. On a l'habitude, dans le cinéma traditionnel, de tourner avec une vitesse avec 24 images par seconde pour enregistrer donc des mouvements à vitesse normale. Et il se trouve que les cinéastes expérimentaux, depuis les années 20, travaillent en fait sur des recherches de vitesse, sur des recherches de rythme, directement aussi à la prise de vue. Et donc vont travailler sur, par exemple, de l'image par image. On peut aussi revenir en arrière sur la pellicule, donc ça veut dire directement réaliser des surimpressions dans la caméra. Au niveau des vitesses aussi, c'est extrêmement libre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réaliser des ralentis, des accélérés, voire passer par moment par de la vitesse normale, donc tout ça est possible. Il y a une recherche donc technique, esthétique, réinventer, revisiter, vous parliez d'imaginer les possibles. Ouais. Enjeu esthétique, c'est ce qu'on voit sur le site de l'ETNA, de votre esprit de labo. Et vous parlez aussi d'enjeux philosophiques, d'enjeux politiques. C'est-à-dire que quoi ? C'est pour montrer d'autres vérités, le fond, la forme. Oui, le toujours fond, oui, c'est le très beau titre de l'ouvrage d'Eisenstein, c'est le film La forme, son sens. Et tout est lié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus dissocier ces recherches formelles d'une recherche de sens. Pour nous, le sens et l'émotion passent par ces expérimentations plastiques. D'autant que vous êtes un jeune cinéaste, vous avez quoi, une trentaine d'années ? Oui, j'ai déjà l'âge de Mozart quand il est mort, je crois, mais... Pas mal. Donc forcément, un jeune homme qui est de son temps, avec ses envies, ses colères, ses frustrations, ses ambitions... Ses recherches. Ses recherches. Ses recherches, c'est... Recherche sur qui ? Sur soi ? Sur les autres ? Sur le cinéma. Sur le cinéma, sur les images en mouvement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on n'y vient pas non plus comme ça.
Alors comme vous dites, soit juste par désir, soit juste par peut-être frustration ou quoi que ce soit. Il y a un travail de maturation qui est quand même beaucoup plus long. Et en fait, tous les cinéastes expérimentaux qui, pour moi, ont de la valeur, enfin, quand je regarde leurs films, sont d'abord et avant tout des très grands cinéphiles qui ont creusé suffisamment ce territoire de la cinéphilie pour tomber sur d'autres choses, des recherches encore plus rares. Alors dans les années 20, donc, on peut citer par exemple, je sais pas, les films de Fernand Léger, les films d'Abel Gance, qui sont des films rares et qui sont des films vraiment de plasticiens. C'est-à-dire c'est des profils très plasticiens, donc des recherches sur le rythme, des recherches sur la forme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi des recherches qui se sont développées bien sûr bien au-delà des années 20. Même si c'est resté des courants plus underground, on dit. Donc ça, c'est le cinéma expérimental américain des années 60. Et honnêtement, c'est un peu les perles du cinéma. Oui, mais c'est pas du cinéma de cinéphile pour cinéphile. En même temps, ça reste toujours la réputation, cinéma alternatif, de rester un petit peu enfermé, mal connu, méconnu, pas toujours très bien... Méconnu, oui. Le désir maintenant d'être enfermé, certainement pas. Le désir de rester dans un ghetto, certainement pas. Mais il faut comprendre qu'il y a aussi des réalités économiques derrière tout ça. C'est-à-dire que nous, en fait, quand on réalise un film avec nos propres moyens, parce que c'est du cinéma indépendant à 100%, c'est-à-dire qu'on autofinance nos films, les copies de nos films aussi, et donc forcément, avec les moyens qui sont les nôtres, on va réaliser une copie. Donc ça veut dire que... C'est la coopérative ouvrière, chacun met... Il y a un peu de ça, mais donc une fois que le film existe, pour le diffuser, ça sera toujours très ponctuel. Donc c'est du travail, c'est... Une résistance aussi, alors. Mais je le vois pas comme ça. Je m'oppose pas plus que ça, si vous voulez, au cinéma commercial non plus. Et je peux même l'apprécier en plus. Par exemple, le dernier film que vous avez vu. Moi, je suis un fou des séries américaines. Alors, par exemple, Six Feet Under, ça doit être les 2 ou 3 derniers DVD que j'ai vus hier soir. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Allez, encore moins original, allez voir par exemple le dernier film là, donc c'est Deux flics à Miami. Très expérimental. Mais comme quoi vous êtes ouvert sur... Très expérimental aussi sur les recherches de mouvement, sur le rythme, sur la façon de filmer une action. Moi, je trouve qu'il y a une intelligence dans le cinéma américain aujourd'hui qui, je ne vais pas dire que ça s'apparente au cinéma expérimental, mais c'est des recherches vraiment formelles aussi sur, encore une fois, filmer une action, filmer un mouvement. Et il y a des choses dans le cinéma aussi de Hong Kong. En Kar-wai, par exemple, je trouve que c'est un cinéaste qui est aussi très expérimental dans la forme, des recherches sur l'image par image, des ralentis, des accélérés, etc. Donc c'est aussi très formel. Donc du coup, l'ambiance Hugo Verlinde en tant que cofondateur de l'ETNA, c'est en fait c'est un hangar du côté de la République. C'est un studio comme ça. De studio qu'on a complètement aménagé en fait. C'est la grande chance de l'ETNA, c'est quand même ce lieu. C'est pas un squat. Ah non, pas du tout. C'est un lieu qui est loué. Bien. Tout ça est très correct. Et donc c'est une association qui existe depuis 97 et en fait ça a vraiment pris de l'ampleur et démarré à partir du moment où on a trouvé ce lieu, donc rue de la Corderie dans le 3e, juste à côté de République, donc qui est un très bel espace qu'on a pu totalement aménager par rapport à nos pratiques. Ambiance, on refait le monde en parlant rythme, image, ou on parle que image. On refait le monde, je suis pas sûr. En tout cas, on va dans le sens de notre univers en tant qu'artiste, en tant que plasticien. C'est la vocation de l'ETNA, c'est ça, c'est de permettre donc aux personnes qui sont déjà présentes, qui sont les adhérents de l'association, donc on est 35, de pouvoir avancer dans leur pratique, mais aussi par rapport aux personnes qui veulent découvrir, qui se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est que ces recherches formelles comme ça sur le cinéma, effectivement de passer la porte et de pouvoir aussi s'initier. Et dernier point, parce que c'est pas non plus évident à mettre en place, c'est un laboratoire. Ça, c'est absolument impossible d'avoir ça chez soi pour développer donc de la pellicule, 15 mètres de pellicule en Super 8 jusqu'à 30 mètres en 16. Ça, on est bien là, on s'y retrouve. On voit le côté un petit peu chimiste, expérimentaux. Expérimental. Ça sent et ça expérimentateur fou. Expérimentateur fou. Ça va, vous avez l'air bien raisonnable quand même. La seule chose qui soit vraiment utopique, c'est l'utopie. Et ça, c'est bien dit. C'est Hugo Verlinde de l'ETNA, sorte de labo de cinéma
alternatif, alter-cinéma, cinéma alternatif, c'est quoi? C'est sortir d'une logique de casting, sortir d'une logique de scénario, metteur en scène sacralisé, une autre grammaire, une forme de formatage. Je vous vois fermer les yeux à chaque fois que je parle. Non, parce que j'écoute et je ne me reconnais pas là-dedans. C'est pas sortir de, c'est pas être en opposition à. C'est aller dans le sens de quelque chose qui existe, qui appartient à une histoire. Mais réinventer alors. Et voilà, renouveler, aller dans le sens d'un renouvellement de ses formes. Encore une fois, je veux dire, ce cinéma existe. Il n'a pas besoin non plus d'être opposé au cinéma traditionnel pour, lui donner plus d'importance ou plus de force. Donc, alternatif, vraiment avec des pincettes. Expérimental. Expérimental. Oui, cinéma expérimental. On parlait dans les années 20 de cinéma d'avant-garde aussi. Essayer de pousser effectivement très loin le langage cinématographique. Et alors dans le propos, parce que moi j'ai regardé un petit peu le site de l'Etna, vous-même donc vous êtes cinéaste, vous avez signé combien de films je compte pas, mais en gros c'est une quinzaine ou une vingtaine de courts-métrages. Que vous projetez où alors du coup? Alors, la question de la diffusion des films, c'est une fois que les films sont réalisés, c'est aller envoyer son travail à des festivals qui s'intéressent au cinéma expérimental. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 5 ou 10 ans, en fait, il y a quantité de festivals, même des gros festivals, par exemple le festival de Clermont-Ferrand, le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand, c'est ouvert à des rubriques. Alors, le terme va être un peu différent d'un festival à l'autre. Ça va être laboratoire, ça va être recherche, ça va être expérimental. Festival de films invendables. Images nouvelles, etc. Images nouvelles. Ouais. Donc, il y a quand même, de façon assez diffuse, un désir de la part aussi des structures de diffusion, donc même très établies, de s'ouvrir à ces cinéastes aujourd'hui qui travaillent sur ces films, de mieux comprendre et mieux connaître aussi ce qui s'est fait par le passé, parce qu'encore une fois, le cinéma expérimental, c'est pas l'Etna qui l'a créé, ça date depuis donc au moins les années 20 en France et en Europe. Donc c'est un peu se reconnecter avec une histoire du cinéma. Et pourquoi ça a été aussi longtemps finalement un cinéma méconnu, un cinéma invisible? C'est encore une fois pour des questions économiques de tirage de copies. C'est même des très grands cinéastes, je veux dire Warhol, Duchamp et tant d'autres, les copies de ces films, c'est des copies en 16 mm et il en existe peut-être 1, 2 ou 3 exemplaires au maximum en France et grâce aux structures de distribution du cinéma expérimental. Alors en parlant de cinéma au réseau ou en marge ou méconnu, Paul Vecchielli, on en parlait en début d'émission, vous lui avez dit quoi? Réputation d'emmerdeur. Oui, j'imagine que c'est la réputation qu'il a pour le CNC. Je sais pas, on va lui demander. Paul Vecchielli, bonsoir. Bonsoir. Il vous a traité d'emmerdeur, dites donc. Oui, écoutez, je sais pas comment je dois le prendre. Mais... Bien. Alors bien, parce que c'était, je précisais tout à l'heure, d'emmerdeur sympathique. Oui. Il en faut des emmerdeurs. Mais emmerdeur, je sais pas. Peut-être que justement, quand on ne fait rien pour ou contre les gens, on est traité d'emmerdeur pour vous éliminer. Oui. Justement, on parlait de cinéma alternatif ou de alter-cinéma. Ni l'un ni l'autre n'évoque, en tout cas, ne parle vraiment en ce qui vous concerne Hugo Verlinde. Et vous, comment vous pourriez qualifier votre cinéma à vous, Paul Vecchielli, qui est là depuis plus de 40 ans maintenant? Oui, 40 ans. Quand même. Non, j'ai l'habitude de dire que je suis un chercheur. Vous aussi. Mais de toute façon, la désignation est toujours un peu embêtante parce que c'est la désignation qui a amené le racisme quand même. Donc il faut rejeter un peu les appellations comme ça, c'est très embêtant. On vous met dans une case et puis comme ça on vous oublie, quoi. Votre utopie à vous, dans votre façon de fonctionner par rapport à vos films, utopie réalisée ou pas, c'est trouver un autre mode de financement, justement, l'impossible possible, faire des films autrement. Je l'ai fait, vous savez, là je viens de faire un film pour 3 francs 12, et ce qui est très intéressant pour moi, 3,12 €. Oui, pardon. quand même. Il faut faire un petit peu plus quand même. Je me moque éperdument de savoir s'il sera vu ou pas vu. Non mais vraiment ça, quand on passe, je sais pas, plus d'1 an sur un projet... Non, j'ai passé 2 semaines. Ah, 2 semaines? Oui, 1 semaine pour écrire et 10 jours pour tourner. Non. Mais le but du jeu, c'est d'être vu quand même. Mais pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Quand même. Non, c'est pas important. Il le sera vu, évidemment, il le sera vu. Mais c'est pas important de penser quand et comment. Voilà ce que je veux dire. J'ai entendu tout à l'heure parler de la cherté des copies et de tout ça, mais maintenant on a le DVD, ça coûte plus rien. Donc on a un objet qui est là à disposition, je dirais. Vous voyez, voilà.
Je suis content parce que j'ai un objet à disposition des gens. Alors, comme j'ai entendu dire aussi, il y a les festivals, bien sûr. Moi, je suis un peu un spécialiste. Il n'y a pas beaucoup de festivals dans le monde auxquels je n'ai pas participé. Mais il y a aussi la demande qui peut se faire. Je pense qu'il faut trouver un autre mode de communication. Voilà. Alors, toujours en tant que chercheur, je cherche. Et vous trouvez quoi ? Oh, il y a Internet, il y a le DVD, il y a les petites annonces, il y a tout ça, quoi. Mais je vous dis, j'ose pas trop donner d'exemples parce que j'entendais tout à l'heure parler de cinéma expérimental. Moi, je n'expérimente rien, je cherche. C'est-à-dire que si une idée vient dans la tête, je la réalise et je n'ai pas envie de savoir pourquoi ni comment je vais la réaliser. Je ne sais pas si c'est clair. Si. Je ne suis pas en train de dire du mal du cinéma expérimental, que j'estime énormément, naturellement, mais c'est pas mon truc. L'expérimentation, c'est pas mon truc. La recherche. Or, la recherche ne demande rien, ne veut pas avoir d'objet final. Vous voyez ce que je veux dire ? N'a pas de finalité. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Alors l'idée vient, traverse la tête et on la rend... En même temps, Paul Vécali, on parlait de la réputation parfois difficile, inaccessible du cinéma alternatif, comme on a pu dire de vos films qu'ils étaient subversifs, pas formatés, pas lisibles, mal compris, limite anard, et ce qui vous avez lu justement pas mal de projets restés dans vos tiroirs et refusés par les fameuses commissions d'avance sur recette. Ça vous plaît ça aussi, mine de rien, d'avoir cette réputation-là ? Non. Non, en plus, je la trouve absolument pas justifiée. Je la trouve pas justifiée pour une raison un peu annexe, c'est-à-dire que toutes les fois que j'ai fait de la télévision, j'ai fait un tabac. Oui. Je suis quelqu'un qui a fait de l'audimat énormément. Et j'ai fait de l'audimat aussi bien avec les téléfilms qu'avec mes films quand ils passent à la télévision. Donc il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. Donc je ne crois pas faire un cinéma abscon. Je ne crois pas. C'est un peu ce qui est... mon défaut vis-à-vis de la profession, c'est-à-dire que si je faisais de la recherche et que ce soit vraiment abscon, alors on l'accepterait sans doute mieux. Mais non, moi j'aime le cinéma populaire, j'aime des histoires, j'aime les personnages, donc je m'appuie toujours pour mes recherches sur je veux dire un cas social précis ou un personnage précis ou une aventure précise. C'est pas du tout... c'est pour ça que tout à l'heure j'ai un peu réagi quand vous disiez utopique, quoi. Je me sens pas du tout dans l'utopie, je me sens dans le concret, dans le réel, au contraire. Hugo Verlin, un petit mot ? Donc, qu'est-ce que je peux dire J'entends bien ce que Paul Vécali dit donc sur déjà les histoires de désignation. C'est vrai que c'est toujours pénible de devoir rentrer effectivement soit dans des cases quoi. Mais en même temps, on est un peu obligé de le faire parce que il faut simplifier, il faut dire qu'on est plutôt de telle catégorie ou telle catégorie, pour dire en même temps au bout d'un moment que finalement on aimerait bien aussi arriver à enlever et à barrer cet adjectif. Deuxième point avec lequel je suis tout à fait d'accord, c'est une fois que l'objet existe, c'est ça qui est important. Est-ce qu'on fait du cinéma pour être vu par la planète entière, tirer des milliards de copies ou être diffusé, voilà, je veux dire, c'est pas non plus trop le sens de ce qu'on fait en tant qu'artiste. En même temps, je veux dire, je pense qu'il y a aussi un désir de liberté, de pouvoir faire nos films comme on l'entend, et la liberté, et qu'une fois que le film existe, on puisse aussi, qu'il soit disponible pour être diffusé, mais sans que ça soit absolument la priorité, que ce soit vu par des milliards et des milliards de yeux derrière, quoi. Paul Vécali, vous tournez en ce moment ou pas ? Non, enfin, je cherche. Je préfère ne pas en parler. Je voudrais un peu rajouter quelque chose à ce qu'on vient de dire. Mon esprit a changé depuis le film À votre bon cœur, que j'ai fait comme ça. C'était l'été dernier, hein ? Oui, c'était il y a... C'est sorti l'été dernier, non ? Il est sorti l'été dernier, oui, mais il a été présenté à Cannes il y a 2 ans. Où tous les comédiens cinéastes décidaient d'assassiner les membres de la commission d'avance sur recette. Sur un mode un peu fun. Hein, humour noir. C'était drôle. Oui, ça fait beaucoup rire. Ça fait beaucoup rire. Mais je veux dire, ce qui s'est passé à la sortie de ce film, c'est ça qui m'a un peu stupéfait, c'est que j'ai été arrêté plus de 60 fois dans la rue pour me dire votre film m'a lavé les yeux, votre film m'a lavé la tête, votre film m'a gagné 3 mois de merde, enfin bon. Et il y avait très peu de gens. Alors, c'est ce contraste entre, très peu, on a fait 14 000 entrées, on est donc à la moitié des recettes du cinéma français. Écoutez bien ça.
14 000 entrées, on est à la moitié des recettes du cinéma français. C'est quand même terrible de penser ça. Donc, je me dis, si vraiment il y a tant de gens qui aiment le film sur ceux qui viennent, et que le résultat est si peu probant au niveau commercial, il y a quelque chose qui ne va plus. Oui. C'est donc le système qu'il faut mettre en cause. C'est le mode qu'il faut mettre en cause. C'est plus le film. C'est la raison pour laquelle, depuis ça, j'ai fait quand même maintenant 3 films, 3 longs et un court. Et je me moque éperdument de savoir s'ils vont un jour tirer. Bon, évidemment, si je gagnais au loto, je tirerais les copies comme ça pour dire je reste un peu dans la course, mais ça n'est pas obligé. Ça serait juste comme ça, comme un gâteau à la fin du repas, quoi. Mais j'ai pas besoin de ça. Je n'en ai plus besoin et je me sens tellement mieux. Vous savez. Ça rend philosophe. Tourner dans cette perspective-là rajoute à la liberté. En tout cas, je sens que ça rend quand même philosophe, hein, Paul Vecchiali. Oui, bah ça c'est l'âge aussi. Hein. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée là-bas, où vous êtes dans le sud. Et puis avec vous, Hugo Verlinde, on parlera justement, avec notamment Jean-Michel Carré, des films Grains de sable, du problème du système aussi du cinéma. Pour reprendre un petit peu la maxime de l'ETNA du cinéma expérimental, vivre en état de cinéma plutôt que de vivre du cinéma. Ouais. On entendait tout à l'heure Paul Vecchiali qui parlait de, il faudrait peut-être penser éventuellement à transformer, à révolutionner un peu l'industrie même du cinéma, le système du cinéma. Vous, c'est pas du tout votre propos? Non, c'est pas changer le système, c'est simplement pouvoir faire nos films. Et sans forcément en vivre, hein, puisque sans forcément en vivre, on n'en vit pas. C'est-à-dire que la plupart des cinéastes qui travaillent à l'ETNA ont un autre boulot à côté, c'est mon cas aussi. Alors moi je m'amuse à projeter des films dans l'industrie du cinéma en plus. Hein, ah d'accord, bah, trop facile alors, vous mangez dans tous les râteliers. Alors. Non mais c'est une très bonne planque, un projectionniste, mais ça c'est connu pour tous les gens qui sont un petit peu soit écrivains, soit qui travaillent le montage de leurs films, de la photographie et autres. C'est le boulot rêvé parce que réellement on passe très peu de temps pour travailler et puis lancer les films et puis on a quantité de temps libre, tout seul sur son bureau pour... moi je travaille sur le montage de mes films en fait sur mon lieu de travail et c'est valable pour quantité d'autres cinéastes qui travaillent à l'ETNA qui sont, alors comme vous voudrez, je sais pas, profs, qui sont au chômage, qui sont responsables d'une bibliothèque et j'en passe. Hein. Alors on n'a pas trop parlé jusqu'alors du cinéma qu'on dit engagé, de l'alter cinéma, de l'esprit attaque, du cinéma qui justement se mêle des affaires du monde, des exclusions et qui s'inspire un petit peu de la révolte sociétale entre guillemets, avec des gros guillemets. On a Jean-Michel Carré au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes auteur, cinéaste, documentariste, cofondateur des films Grains de sable. Alors le nom Grains de sable, on imagine ce fameux petit grain dans une mécanique bien trop huilée. C'est quelle mécanique? Bloc, voilà, oui. Chaque film est un petit grain de sable qui doit bloquer un peu la machine et amener à la réflexion. Faire réfléchir, questionner? Oui, absolument, parce que, c'est vrai que je suis pas dans la même position que votre invité. Alternative? Voilà. Pour moi, c'est plus quel grand homme disait, l'art doit être révolutionnaire ou ne pas être. Je pense que, pour moi, si je fais du cinéma, c'est aussi pour changer le monde. Alors, c'est vrai que moi, j'avais 20 ans en 68, donc c'est évident que ça m'a sûrement influencé. Tout semblait possible, alors? Oui, tout semblait possible. Et je pense que à l'époque, je voulais changer le monde et je veux toujours le changer. Et c'est le monde qui vous a changé, non? Oui, je pense que le monde a changé. Il y a d'autant plus de raisons de se battre pour le changer. Mais c'est vrai que le problème d'un film,
c'est en même temps la relation entre le fond et la forme. Et je pense qu'en même temps, des films qui veulent changer le monde, ils doivent être d'autant plus beaux, d'autant plus intéressants, d'autant plus créatifs. Et c'est d'autant plus difficile quand on travaille aussi sur le fond. Mais ça, c'est le challenge qu'on a à faire en tant que cinéaste qui veut être engagé et transformer le monde et pas être dans une attitude nombriliste ou de se faire plaisir à passer des films parce qu'on fait des belles images ou on fait des clips, on fait des montages d'images et de musique. C'est vrai que l'art peut changer des fois, la forme peut amener à une réflexion, mais c'est malheureusement souvent pas le cas. Et qu'est-ce que ça veut dire que de rester dans son coin et montrer son film à des copains ou à des gens dans des festivals, et en continuant à vivre dans un monde qui me semble qu'il faut absolument transformer. On le voit aujourd'hui, ce qui est en train de se passer. Et Jean-Michel Carré, en quoi justement depuis 68, en quoi votre cinéma, vos films, que ce soit des documentaires ou des courts-métrages, en quoi ce militantisme a changé, ou les combats, ou le matériau même de vos films depuis les années 68? Je me rappelle, le premier vraiment long métrage que j'ai sorti en salle, c'était en, je crois, 78. C'est un film qui s'appelait Alerter les bébés, et c'est sur le problème de l'éducation, de l'école, qui me semble le problème fondamental de toute société. Si on change pas l'éducation, on ne changera pas grand-chose dans le monde. Et c'est un film qui a fait plus d'1 million d'entrées en France, alors qu'il était interdit par le CNC, il est interdit de télévision, naturellement, il est toujours interdit. C'est un film qui n'est jamais passé, même sur des chaînes dites de gauche ou culture. Pas assez fédérateur ? Pardon ? Pas assez fédérateur, comme on dit ? Oh, si, très fédérateur, mais quand on dérange et quand on pose des points qui, de toute façon, sur lesquels, oui, on peut dire non fédérateur, dans le sens où aussi bien les gens de droite que les gens de gauche se sentent agressés et remis en question par rapport à des politiques qu'ils n'ont pas fait. Donc, et j'ai vu des gens 20 ans après avoir vu ce film se souvenant de séquences, et certains enseignants même ayant quitté l'éducation nationale parce qu'ils ont pris conscience à travers ce film et faisant d'autres activités. Heureusement, il y en a qui sont encore restés dans l'éducation nationale pour se battre à l'intérieur. Je crois que les films, c'est ça aussi. Enfin, j'ai eu la chance par rapport à des films même qui ont eu beaucoup de problèmes de censure, dû grâce au cinéma ou à la télévision par des millions de personnes, et avec des retours de lettres, des transformations qui ont eu lieu même le lendemain de la diffusion de films, par exemple, dans les prisons. Donc des changements où même l'administration pénitentiaire, même le ministère de la Justice a été obligé de changer parce que c'était trop scandaleux. Pour une fois, on voyait certaines choses. Cachez-moi cette vérité que je ne saurais voir. Vous m'entendez ? Allô, Grain de Sable ? Grain de Sable est parti ? Jean-Michel Carré, on va essayer de le rejoindre quand même au téléphone, il était sur un portable. Hugo Verlinde, même si j'ai bien compris que c'est pas exactement le même discours sur le cinéma. C'est amusant parce que on pourrait, en écoutant Jean-Michel Carré, croire qu'on est sur deux planètes totalement différentes. C'est ça qui est bien aussi, non ? C'est très bien. Mais, il y a plusieurs tribus, en fait, dans l'autre cinéma. Mais je suis pas sûr que justement ces approches s'opposent. C'est-à-dire qu'on peut chercher effectivement à faire changer la société, être dans des documentaires très engagés, et essayer d'avoir prise comme ça sur une vision de la société et chercher donc à la propager, à la diffuser, etc. Et après, il y a aussi donc des recherches formelles qui vont de soi quand on est dans ces approches-là. Il se trouve que dans l'expérimental, il y a aussi des films qui ont fait scandale, qui ont contribué un peu à changer les mentalités. Il y a un film donc qui s'appelle Flaming Creature, c'est de Jack Smith, qui je crois date du tout début des années 60 et qui représente pendant au moins 3/4 d'heure des personnes qui sont dans une pièce et filmées d'en haut, qui sont en train de se dévêtir, qui vont s'embrasser, faire l'amour. Il y a un travail magique sur la matière dans ces images-là. Et c'est un film qui est formellement très abouti. C'est une autre façon de représenter, bien sûr, le corps, les rapports amoureux, etc. Et dans les années 60, quand Mekas présentait son film sur des lieux de diffusion, il est arrivé que la police rentre dans la salle et mette, j'aime beaucoup cette image, mette la main du policier qui vient sur le projecteur, sur le faisceau de projection lors de la projection pour interdire la projection de ces images, parce que c'est
assez trop scandaleux et immoral pour les jeunes Américains de l'époque. Cinéma contestataire, alter cinéma ou expérimental, même combat pour terminer. Jean-Michel Carré, on vous a récupéré là. On avait perdu notre grain de sable là. Vous êtes parti là. Même combat finalement, non? Allez. Oui, mais bien sûr qu'il y a un combat. Moi, j'ai participé beaucoup aussi aux projections de cinéma expérimental, notamment qui se faisait à la Cinémathèque d'Ulm et tout ça, même avec les lettristes, tout ça. Je pense que c'était, je veux dire, comme le dadaïsme était très important, enfin, comme le surréalisme était très important. Enfin, je veux dire, il y a pas des choses, des arts contre les autres. Simplement, il faut faire attention qu'on risque de se mettre, en effet, de s'enfermer peut-être d'une manière trop nombriliste. Donc, mais les interdictions qui étaient annoncées, enfin, dont on parlait juste avant, c'est vrai que jusqu'aux années 70, fin des années 60, la plupart de nos films étaient totalement interdits, et qu'on a le Grain de Sable, notamment, est né de la projection d'un festival par rapport à la censure. Vous m'entendez? Ouais, c'est le festival des films interdits, non? C'est quoi? C'est le festival des films interdits qui avait eu lieu, qu'on avait fait en 71 avec... Eh ben, ça nous rajeunit pas, hein? Non, ça ne rajeunit pas. C'était aussi bien l'histoire d'art, c'était les films sur l'apartheid, c'était la religieuse de Diderot qui avait été mise au cinéma. C'était des films interdits, censurés. On a fait dans une salle un week-end et c'était bourré de monde et aussi avec beaucoup de RG, mais il y avait tellement de monde qu'ils n'ont pas saisi les copies. Mais c'est vrai qu'on faisait des projections de ces films à l'époque. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui, mais on préparait même des bobines de Roche et tout ça parce que les RG arrivaient et il fallait, on leur donnait des fausses bobines et pendant ce temps-là, les vraies copies des films partaient par des fenêtres. Donc c'était assez marrant, mais bon, c'était une vraie lutte, quoi. Bon, bah écoutez, 30 ans après, Grain de Sable a encore de l'avenir. J'allais dire malheureusement et heureusement. Hein? Oui, mais on parlait tout à l'heure des problèmes d'amour, de sexualité. Je pense que c'est par exemple un sujet qui n'est pas tellement traité dans le documentaire et que je sais que moi c'est un des prochains films que je vais aborder par rapport au désir, voilà. Ah ben à suivre. Merci beaucoup Jean-Michel Carré. Je vous en prie, merci à vous. Merci, à bientôt. Et on se dépêche, il est l'heure déjà du répondeur des auditeurs utopiens. Je vous rappelle quand même le téléphone, c'est 01 42 20 40 40. À tout de suite. Laissez votre utopie après le bip. Bonjour, c'est Fabienne. L'utopie, c'est peut-être de signaler systématiquement que quelque chose de gratuit ne fonctionnera pas s'il est bon pour tout le monde. Alors voilà, c'est très pratique. Sur le répondeur du don du sang, eh bien, il y a un problème. On n'arrive pas à avoir les renseignements parce que c'est coupé le message. Alors de répondeur en répondeur, je vous le dis, peut-être que vous pourrez faire quelque chose. Voilà, il suffit de s'arrêter pour parler ou de signaler dysfonctionnement. Et pour faire plaisir, c'est pareil. Ça serait pas bien, ça? Eh bien, bonsoir. Eh bien, moi, mon utopie, ce serait que tout le monde se décide à laisser ses portes ouvertes. Porte de voiture, porte d'appartement, porte de maison, porte de villa, porte de garage, et tout. Et ben, ça éviterait peut-être beaucoup de choses. Et puis, finalement, ce serait peut-être ça la sécurité de l'avenir. Allez, à bientôt. Salut. Oui, ben, c'est encore Fabienne. Eh bien, figurez-vous que j'essaye d'appeler le don du sang et ça marche toujours pas. Hein. Alors, j'ai une autre idée d'utopie aujourd'hui, un peu plus colérique, je l'admets. J'ai entendu parler là des sans-papiers et puis des gens qui les ont hébergés qui seraient en fait fichés pendant 3 ans. Donc je proposais une idée de désobéissance. Je propose que tous les jours on héberge une de ces personnes, ce qui fait que ça engorgerait complètement ce fichier. Bon, je sais pas si mon idée est bonne, mais c'est un petit coup de colère, voilà. À bientôt. Merci à Fabienne, l'utopienne. Hugo Verlinde, pour terminer, un dernier rêve à réaliser juste demain, là, tout de suite. Alors, tout de suite, pour l'ETNA, ça serait bien de sortir un DVD avec, on va dire, une vingtaine de films sur ce DVD avec les travaux qui ont été réalisés récemment, on va dire sur ces 2 dernières années. Montrer comme ça un éventail des pratiques, des recherches qui sont réalisées par les cinéastes de l'association. Et puis... Et votre utopie perso?
Et trouver un éditeur indépendant, je Oui, termine allez, avec ils en Etna, profitent. pour en sortir, allez, simplement 1000 exemplaires. Allez, 1000 seulement. Allez. Et diffuser un peu ces films-là, mieux les faire connaître. Hein. J'ai dit court, Hugo. Merci. Utopique à Brac, c'est fini, c'est la dernière. Alors merci, un grand merci à toutes les équipes utopiennes. C'était une véritable armée du tout est possible. Il y avait Eliane Girard tout cet été, Marco Mutel, Manuel Calma, Malcolm Hammer, Amandine Casadamon, Clémentine Genevrier, Aurore Merchin ou encore Thierry Pietra, Joe Baca pour la programmation musicale. Et puis, bonne nouvelle, les utopies résistent à la rentrée. On en aura besoin. Je vous retrouverai dès mardi dans la nouvelle émission de Mathieu Vidard, La tête au carré, de 14h à 15h pour parler des futuriers scientifiques, mais également tous les dimanches à 16h pour l'émission de voyage Au détour du monde, le temps que Sandrine Mercier pouponne. Voilà, excellent week-end à l'écoute des derniers programmes d'été ce week-end sur Inter.